Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Allez, on va regarder ensemble rapidement le premier arrêt rendu par la nouvelle Cour d'appel financière en matière de responsabilité des gestionnaires publics, l'arrêt Alpexpo du 12 janvier 2024. Qu'est-ce que ce nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics ? Alors, avant le 1er janvier 2023, on avait les comptables publics qui pouvaient devoir payer un éventuel manque à gagner dans le recouvrement de recettes ou dans trop de dépenses insuffisamment contrôlées. C'était la responsabilité personnelle et pécuniaire de ces comptables. Et les ordonnateurs, certains ordonnateurs, ou parfois, au moins sur le papier, les comptables, pouvaient également être responsables devant la Cour de discipline budgétaire et financière au titre d'infraction financière. Et on a voulu regrouper tout ceci, le réformer, en s'inspirant de ce second régime, celui de la CDBF. Donc, les ordonnateurs auraient lu à quelques exceptions près, une version très large en réalité des ordonnateurs et les comptables. Les uns ou les autres pouvaient se renvoyer la balle, qui pourront être responsables directement en première instance devant la Cour des comptes si une infraction financière est commise. Et la Cour des comptes, qui est le juge de première instance en ce nouveau domaine depuis 2023, a rendu d'assez nombreuses décisions ? Ah oui, des décisions pas si nombreuses que ça, mais importantes. Allez, voici les principales, j'ai écrit des articles, des vidéos, je vous renvoie vers tout ceci. Et donc la toute nouvelle Cour d'appel financière, CAF, juge d'appel après la Cour des comptes, a rendu son premier arrêt en appel d'une décision de la Cour des comptes. Mais qu'est-ce que cette CAF ? Oula, on pourrait passer des heures à décrire cette nouvelle institution. Alors je vous ai mis plein de choses à l'écran, n'hésitez pas à mettre sur pause. On va retenir qu'elle est composée donc de 4 membres de la Cour des comptes, 4 du Conseil d'État et 2 personnalités qualifiées. Et on a son régime qui a été fixé, y compris par des textes réglementaires, que voici. À quoi ressemble un arrêt de la CAF ? Et bien justement, on prend un nouvel arrêt de la CAF et c'était intéressant de savoir à quoi ça ressemblait. Eh bien, c'est déjà, premier élément, formellement, c'est rédigé de manière très synthétique, dense, non sans quelques zones d'ombre. C'est-à-dire que, adieu la légendaire précision développée au fil des très nombreux et précis paragraphes de la Cour des comptes, ou du Conseil constitutionnel, avec ou la CJUE, CEDH, avec des arrêts très très longs. Là, on retrouve le style élégant, mais flou parfois à force d'être résumé, qui sied au Conseil d'État et donc à la CAF. Et procéduralement, qu'en retenir pour les futurs appelants ? Le procureur général avait formulé certaines critiques qui ont été pour certaines rejetées carrément par la CAF au motif que ça semblait être plus une critique en passant plutôt qu'un vrai moyen tendant à l'annulation du jugement. Un peu sévère. Donc il ne faudra pas, pour les appelants, multiplier les critiques en renvoyant juste sur la demande d'annulation qui sera à la fin de la requête en appel dans ce qu'on appelle le parcès motif, mais bien développer la conséquence de tel et tel grief sur la légalité de la décision de la Cour des comptes, point par point, un peu exigeant, un peu formel, mais voilà, c'est le premier élément à retenir pour les futurs appelants, que ce soit le parquet ou les justiciables. Autre élément, le préjudice financier significatif doit donc bien être apprécié au moins de manière estimative point par point, donc y compris donc par le procureur s'il est général s'il est l'appelant. Bon, ça c'est logique et c'est une bonne nouvelle, et que ce soit estimatif, qu'on accepte une petite marge, c'est une bonne nouvelle. Mais ça veut dire que, par exemple, si on dit qu'il y a des infractions financières commises par violation des règles de la compte publique, il va falloir, point 13 de l'arrêt, vérifier un petit peu ce qu'aurait été le différentiel estimatif entre ce qu'étaient les dépenses, en fait, et ce qu'elles auraient été si on avait respecté les règles de la compte publique. Et alors là, ça va être un petit peu difficile à prouver pour le procureur, évidemment. Quelle leçon retenir de cet arrêt pour ce qui est de la prise d'intérêt pour soi-même, et non pour autrui ? Alors, la prise d'intérêt, l'avantage injustifié, attention, au pénal, l'avantage justifié, on pense au délit de favoritisme, 434. Non, on parle bien d'un conflit d'intérêt, d'une prise d'intérêt pour soi-même ou pour autrui, qui est une infraction de manière très claire depuis le 1er janvier 2023, infraction financière, et qui évoque un peu l'article 432 du Code pénal pour la prise égale d'intérêt. Si on prend indûment un intérêt, un avantage injustifié qu'on s'accorde à soi-même ou à autrui, avec des faits postérieurs au 1er janvier 2023,
Il n'y a pas de doute, c'est sanctionné au titre de ce nouveau régime. Oui, mais pour ce qui était antérieur à 2023. Eh bien, pour ce qui était antérieur à 2023, seul l'avantage à autrui était sanctionné. Alors, je vous mets plein de détails à l'écran, n'hésitez pas à mettre sur pause comme tout à l'heure, mais on va retenir une chose simple. La Cour des comptes, puis la Cour d'appel financière, nous disent que les avantages à autrui, ils sont censurés, sanctionnables s'ils ont été commis. Pour ce qui est des avantages indûment accordés à soi-même, antérieurement au 1er janvier 2023, là par contre ça n'existait pas en tant qu'infraction à l'époque. Donc, on applique une nouvelle règle sanctionnatrice que pour l'avenir, bien évidemment. Donc, on ne va pas le sanctionner à la base au titre de cette infraction de l'avantage injustifié. Ça, c'est logique. Je dirais personne ne le conteste. Mais ce que disait le procureur, c'est de dire, attendez, quand quelqu'un va se donner des avantages à soi-même, on peut le sanctionner sur la faute de gestion au titre de l'ancien régime de la CDBF, qui était 313.6 du Code des juridictions financières de l'époque. Réponse de la Cour des comptes et confirmée par la CAF, non, sauf, et là s'applique le nouveau droit plus doux, une mitius par certains aspects, il faudra qu'il y ait une violation des règles financières de base, exigée par cet article et dans le nouveau régime aussi, que ce soit des fautes graves, et avec un préjudice financier significatif qui s'appréciera en fonction de la taille de la structure. Le problème, c'est qu'on a des tas de choses qui, y compris au pénal, sont sanctionnables, parfois pour des broutilles. Et là, on ira sanctionner que si c'est des fautes graves. On pourrait estimer qu'il y a quand même une présomption de faute grave quand on se donne un avantage à soi-même, enfin bon, ok. Que ça soit une violation des règles financières de gestion, ok. Et que le préjudice soit financier, soit significatif, ce qui sera rarement au regard de la taille de la structure, sauf pour les toutes petites structures. Vous qui êtes avocat de personnes publiques, d'agents publics et parapublics et d'élus, vous vous en réjouissez? Ah oui, moi, en défense, évidemment que cela m'arrange en tant qu'avocat. Je veux juste signaler que nous étions un grand nombre à espérer que ce régime allait finir par s'imposer comme le régime de responsabilité par défaut dans les cas où le pénal en fait n'est pas justifié. Je sais bien qu'on peut avoir et de la responsabilité gestionnaire public et du pénal en même temps, sous réserve du principe de non bis in idem pour lequel le Conseil constitutionnel a incité un système de plafonnement. Je caricature, je simplifie. On était nombreux à espérer que pour les broutilles, on aurait des juges compétents, efficaces, que sont les magistrats financiers, très clairement, ayant des pouvoirs importants d'investigation, qui allaient pouvoir sanctionner, et puis que le pénal serait réservé vraiment aux gens qui ont eu une vraie intention délictueuse. Ce n'est pas ce vers quoi on s'achemine, puisque on a, de ce point de vue, une bonne ligne de défense. Par contre, quand je suis avocat devant la Cour des comptes ou la CAF, évidemment que ça m'arrange. Et ça m'arrange, y compris pour des dossiers aujourd'hui, très bien, dont acte. Et cet arrêt de la CAF traduit une confirmation aussi de la position de la Cour des comptes en matière de préjudice financier significatif ? Oui, mais non sans quelques zones d'ombre persistantes. En premier lieu, la Cour des comptes, en première instance, avait eu à connaître de ce même fondement, de l'article 131.9 du CJF, c'est-à-dire, est-ce que j'ai une faute grave ayant un préjudice financier significatif au détriment, en l'espèce, de la société Alpexpo. On va retenir que, donc, il faut qu'il y ait, on l'a dit tout à l'heure, une infraction aux règles de gestion, d'exécution des recettes et des dépenses, la gestion des biens, etc., une faute grave et un préjudice financier significatif, qui est une notion pour laquelle on avait déjà quelques pistes au titre de l'ancienne responsabilité de RPP des comptables. Dans l'arrêt Alpexpo, en dépit de la matérialité des manquements poursuivis relatifs à des défauts de surveillance, des actes de la diligence de fait, mauvaise tenue des comptes, on avait estimé que, on appliquait la rétroactivité des dispositions répressives plus douces, nouvelles, dans le nouveau régime, faute grave et préjudice financier significatif, ce qui est logique, ce qui est un peu incontestable. La Cour, du coup, avait développé ce point, je vous laisse mettre sur pause si vous souhaitez lire, et que la loi nouvelle plus douce s'applique, c'est pas contestable en droit, mais qu'on n'y trouve pas, en l'espèce, de faute grave ni de préjudice financier, était révélateur d'une intention de la Chambre du contentieux de la Cour des comptes
de ne censurer que des montants vraiment très significatifs avec des différentiels de montants, je l'ai dit tout à l'heure, par exemple sur la question de la commande publique, précision apportée par la Cour. Avant l'arrêt de la CAF de janvier 2024, la Cour des comptes avait rendu d'autres décisions importantes, dont une le 24 novembre 2023, Caisse de crédit municipal de Bordeaux, qui était très importante parce qu'on nous avait dit que d'ailleurs, quand on va apprécier la faute grave de gestion et le préjudice financier significatif, l'un peut alimenter l'autre, alors qu'a priori c'est deux éléments distincts, sous-entendu étanches. C'est-à-dire que plus les montants vont être élevés, plus on est censé les contrôler, plus la faute consistant à pas bien contrôler ou commettre des erreurs sera considérée comme grave. Ce qui est gestionnairement assez intuitif, assez logique, mais au regard de la formulation des textes, c'était une interprétation de la part de la Cour assez hardie. Là, ce qui est intéressant, on se demandait, est-ce que la Cour d'appel financière va affirmer ou confirmer ce point ? Elle ne le fait pas vraiment. Elle ne le fait pas vraiment parce que c'était pas vraiment la question qui était posée. En revanche, on nous dit bien qu'on va apprécier la faute grave de gestion et le montant financier préjudice significatif en fonction des volumes globaux de la structure en question, ce qui peut interroger sur l'effectivité de ces infractions financières ou de l'infraction financière, donc sur la faute de gestion. Quand on parle de très grosses structures, pour des sommes qui, sans être des broutilles, peuvent passer sous les radars. Et plus compliqué, mais je l'ai évoqué tout à l'heure, le fait que quand on est sur une violation des règles de la commande publique, eh bien, on va devoir estimer seulement ce qui a été perdu en ne respectant pas la règle de la commande publique, ce qui est encore une fois un raisonnement très différent de celui du juge pénal face à des formulations qui, sans être comparables totalement, répondent néanmoins à la même logique et avec des formulations qui, dans les deux cas, laissaient beaucoup de marge de manœuvre au juge quant à la définition fine de ce que sont ces infractions. Donc, au stade des poursuites, il n'y a pas besoin de faire un chiffrage précis, mais il faut faire un ordre de grandeur du préjudice financier et qui va s'apprécier sur la base des documents financiers classiques, après contractoire, mais par exemple dans le cas de la commande publique, je me répète un peu, désolé, mais apprécier le différentiel entre ce qui était un respect de la commande publique et ce qui a été réellement dépensé. Bon, ça va être très commode pour les avocats en défense, je m'en réjouis en tant qu'avocat. Encore une fois, cette jurisprudence oriente ainsi le régime de RGP comme n'étant pas demain une alternative crédible pour une dépénalisation partielle. 3, on ne va pas massifier les montants, c'est-à-dire que si une dépense a porté sur plusieurs objets, ceux-ci doivent être distingués et analysés un à un, ce qui est logique, ce qui d'ailleurs est généralement fait par le procureur aussi des poursuites, dans mon expérience d'avocat en tout cas. Et puis, le préjudice financier sera significatif en comparant les masses en cause. Donc, en l'occurrence, un budget de 6 millions, une dépense de 15 000 euros, c'est pas significatif. Bon. S'agissant de voyages discutables à New York, on comprend l'idée de dire j'ai pas une somme significative parce que c'est passé sous les radars. Quand c'est des sommes qui concernent directement l'usage par la dirigeante ou son époux avec des avantages objectivement justifiés, ça n'est pas passé sous les radars de l'intéressé. Donc on voit bien que si on prend un critère de finalité de ces notions de préjudice financier significatif, on avait peut-être potentiellement une autre analyse que celle qui a été faite par la CAF. Mais c'est l'analyse qui a été faite par la Cour, puis par la CAF, donc sous réserve de ce que dira le Conseil d'État, mais vu la composition de la CAF, on peut s'attendre à ce que ceci soit confirmatif si un recours en cassation devant le Conseil d'État il y a. Donc on sait désormais où on va, et ça va dans le sens des avocats en défense. Je suis avocat en défense. Très bien. On notera qu'à cette occasion, on a la confirmation que le préjudice financier significatif sera précis donc en fonction des montants en cause, mais on n'a pas encore la confirmation de ce que je vous disais dans l'arrêt Caisse de crédit municipal de Bordeaux sur le fait que plus les montants sont élevés, plus il y aura une obligation de vérification et donc une sorte de présomption de ce qu'une faute grave de gestion a été commise. Mais c'est suffisamment dans la logique de l'appréciation du préjudice financier significatif pour qu'on puisse s'attendre à ce que la position de la Cour des comptes sur Caisse de crédit municipal de Bordeaux soit confirmée par la CAF demain à l'occasion de telle ou telle affaire. Mais ce n'est pas expressément confirmé sur ce point précis. Quelles leçons en tirer ?
Je ne vais pas vous rappeler tout ce que je viens de dire, mais voilà, si vous êtes appelant, il faudra bien que chaque moyen soit développé avec un lien très clair entre le grief exprimé et la conclusion que l'on en tire sur la légalité de l'arrêt de la Cour des comptes si on est appelant. Juste un renvoi vers une énumération de critiques qui pourraient sinon sembler être faites en cours de route et un renvoi vers le par ses motifs final de la requête en appel. On a une information importante sur les préjudices financiers significatifs, importance sur ce qui doit être fait par le procureur comme par les avocats auteurs d'appel comme en première instance sur ces appréciations de ces fautes de gestion de préjudices financiers significatifs et sur l'avantage donné à soi-même quand il est antérieur à 2023 et qui ne sera censuré que si on a les 3 conditions très strictes que j'évoquais tout à l'heure qui sont réunies. Il reste quelques incertitudes processuelles, j'ai développé ça sur mon blog mais ça serait un peu long de le développer ici. Et on voit que l'on a un contentieux de RGP qui est important, qui est très dur à vivre, ça je peux vous le confirmer pour les élus et qui peuvent être concernés dans certains cas, notamment sur la question de non-exécution de décision de justice ou sur quelques questions de gestion de fait, et surtout par les cadres publics qui sont concernés, ou parapublics, ou des caisses de la Sécu. Ça, c'est très dur à vivre et c'est compliqué. Mais on va probablement vers une volumétrie relativement limitée de celle-ci, ce qui d'ailleurs se retrouve également dans l'organisation des RH de la Cour des comptes, nonobstant la mobilisation assez large des membres des chambres régionales ou territoriales des comptes pour aider la Cour sur ce point, ce qui est un procédé qui ne se limite pas d'ailleurs à cette chambre du contentieux. Voilà ce que je pouvais vous en dire en quelques minutes. À bientôt, pensez à vous abonner. Merci, au revoir.